Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la méthode que j'ai utilisée pour emprunter plus de 3 500 000 € en tant qu'expatrié et non résident. Cet emprunt m'a permis évidemment de réaliser de nombreuses opérations immobilières. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier aux alentours des 6 millions d'euros de valeur de patrimoine. Et je suis justement actuellement en train de faire une opération de plus de 650 000 € avec plus de 250 000 € de travaux et avec finalement très peu d'apport. J'en parlerai tout à la fin de la vidéo, donc reste bien accroché. On commence tout de suite avec la méthode pas à pas et étape par étape. Alors, nous voici avec la méthode que j'ai utilisée. On commence tout de suite. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est quand tu vis à l'étranger, obtenir un crédit, c'est très compliqué. Beaucoup de personnes sous-estiment ce côté-là, malheureusement. Et beaucoup de personnes signent un compromis pensant qu'ils vont pouvoir obtenir un financement. Et finalement, ratata, ils ont un échec puissant. Et donc ça, c'est terrible, puisqu'en fait, ils vont se retrouver à avoir recherché un bien, négocié un bien, tenter d'obtenir un financement. Là, ils s'aperçoivent que ça commence à être compliqué parce qu'ils n'ont pas fait les choses en amont. Ils vont avoir deux options. Ils vont déjà être fatigués, perdus, beaucoup d'énergie. Ils vont devoir parler à plein d'interlocuteurs. Et ils vont se retrouver avec deux solutions. Soit accepter un mauvais financement avec 40-50% d'apport. Ça arrive très fréquemment. Ou alors avoir un refus bancaire et devoir finalement s'épuiser parce qu'ils auront cherché tellement de financement ils se seront épuisés. Et puis du coup, ça va les dégoûter d'investir dans l'immobilier. Donc tu ne veux surtout pas être dégoûté d'investir dans l'immobilier parce que c'est l'enrichissement le plus simple et le plus adéquat lorsqu'on est en tant qu'expatrié. Donc ça, c'est hyper important. Alors, il y a soit des rejets automatiques, ce que je disais, il y a aussi beaucoup de dossiers mal présentés parce qu'en fait, c'est pas anticipé. Et plutôt que le terme dossier, d'ailleurs, je voudrais dire que c'est plutôt le profil bancaire qui n'a pas été du tout optimisé et c'est ce qui aboutit fatalement à un échec. Et puis en plus, il y a un ciblage de certaines banques qui sont totalement inadaptées à notre situation et notre statut de non-résident. Donc il est fondamental de bien cibler les bonnes banques, je vais aborder ça un peu plus tard, d'avoir un bon dossier, mais le dossier, c'est un terme qui est beaucoup trop simpliste. Donc, j'aime pas trop ce dossier-là parce qu'il y a des personnes qui pensent, oui, c'est juste un dossier, c'est un PDF, un PowerPoint. Non, c'est bien d'au-delà d'un dossier. Il y a plein de choses, il y a un script bancaire, il y a une méthodologie, et le dossier, c'est qu'une étape parmi tant d'autres. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, du coup, il faut changer d'approche. Il faut penser comme un banquier, et je dirais même plus, il faut penser à ce que le banquier veut de toi, ce que le banquier espère avoir de toi. D'accord ? Tu ne dois pas juste chercher à demander un crédit. Finalement, la demande de crédit doit être un petit peu secondaire. C'est important, ok, évidemment, hein, parce que c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Mais derrière, si tu souhaites et tu démarches un banquier juste pour un crédit, ça va créer des frictions tôt ou tard. Et c'est ce qui va t'empêcher certainement de réaliser de multiples opérations. Donc, tu dois aussi le convaincre que tu es finalement un excellent placement, que tu es un excellent candidat pour obtenir un prêt. Et parce qu'en fait, tu vas lui apporter des choses. Tu vas lui faire gagner de l'argent. Ça, il ne faut pas le dire expressis verbis, mais il faut insuffler cette idée-là. Et il faut insuffler également l'idée que tu souhaites une relation long terme et pas juste un prêt. Et c'est l'une des erreurs que font très souvent les non-résidents. Ils pensent juste à demander un prêt. Ils y vont droit au but, ce qui est compréhensible. Moi aussi, je vais droit au but, mais j'adopte une méthode bien particulière. Donc, les 6 piliers du prêt immobilier en tant que non-résident. J'aurais pu en dire d'autres. Donc, reste bien notamment à la fin de la vidéo. Je te sortirai un cas concret d'un investissement que je suis en train de réaliser et tu verras, les chiffres sont hallucinants, notamment en tant que non-résident. Donc, d'une part, les 6 éléments. Il y a l'apport. L'apport, c'est primordial parce qu'en fait, c'est ce qui t'empêche de potentiellement réaliser ton acquisition. Si je repars sur le point précédent, finalement, qu'est-ce qui empêche les non-résidents d'effectuer des opérations immobilières? Très souvent, ça va être l'apport. Si la banque te demande 40% de 200 000 €, on parle de 80 000 €. C'est juste gigantesque. Pour juste financer un bien à 200 000 €, ça commence à être chaud patate, j'ai envie de te dire. Donc, c'est ce qui va te bloquer pour soit faire une opération, soit même, encore pire, enchaîner les opérations. Parce que, admettons, si on part à chaque fois sur un bien immobilier de 200 000 €, il faut mettre 40% d'apport, tout compris. Moi, je parle tout compris à chaque fois. Quand c'est 10% d'apport, je parle tout compris, etc., etc. 40%, à ce moment-là, la problématique, c'est que tu vas peut-être pouvoir faire une opération qui va te coûter donc 80 000 €. Si tu veux en faire une deuxième, ça va te coûter encore 80 000, etc., etc. On arrive vite finalement à 3 opérations, 240 000 €. Ça commence à faire très cher.
220 000 euros, pardon. Ça commence à faire, non, 160 plus 80, ça fait bien 240. Donc, ça commence à faire très, très, très cher et c'est ce qui t'empêche fatalement d'avoir un gros patrimoine. Alors que moi, le patrimoine que j'ai aujourd'hui, il a une valeur de 6 millions. En ce moment même, je vais augmenter sa valeur. Mais en plus de cela, bah, j'ai pu créer ce patrimoine, notamment parce que j'ai mis très peu d'apports. On verra par la suite. Le deuxième élément hyper important, c'est la durée du prêt. La durée du prêt, c'est ce qui va te permettre d'avoir des petites ou grosses mensualités. Donc, c'est très important à mesurer. Tu veux une durée du prêt la plus longue possible, idéalement. Maintenant, il y a des cas particuliers. Je ne les aborderai pas, ce serait trop long. Le différé, c'est en fait une franchise généralement partielle. Ça veut dire quoi? Tu vas payer uniquement des intérêts. Tu ne rembourses pas le prêt, tu ne rembourses pas le capital que tu as emprunté. Ça, j'y reviendrai, c'est essentiel. Le taux d'intérêt, bon ça, en fait, tout le monde connaît le taux d'intérêt parce que tout le monde se concentre uniquement sur le taux d'intérêt. Finalement, c'est le paiement que tu vas effectuer à la banque. C'est sa rémunération la plus évidente sur un prêt immobilier. Les garanties. Donc les garanties, il y en a plusieurs. Il peut y avoir des hypothèques, il peut y avoir des cautions, on va aborder ça. Et le dossier bancaire. Donc tout ça, c'est fondamental et c'est vraiment des éléments à maîtriser. Alors, tu dois chercher ton financement avant même de chercher ton bien immobilier. Ça, c'est un point, mais tellement sous-estimé et je veux vraiment insister là-dessus. Si tu te mets en recherche de biens, ce que fait 99% des gens, tu vas échouer. Ou tu as mais 95% de chances d'échouer. Parce que tu n'auras pas de financement. Tu vas te créer une pression, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre du temps et tu auras un mauvais financement. L'étape 1, déjà, identifier les bonnes banques. Identifier les bonnes banques. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui ne sont pas adaptées pour nous. Typiquement, il y a 3 types de banques. Il y a les banques centralisées, ça à éviter. Les banques centralisées, c'est problématique parce qu'elles ont plus de process internes, elles ont plus de formalisme, elles ont plus de directives internes et in fine, ce qui fait qu'il y a plus de couches hiérarchiques, bureaucratiques, même j'ai envie de te dire technocratiques, je ne sais pas si ça se dit, mais du coup, la problématique, c'est que tu vas avoir généralement un mauvais apport à cause de ça. Les banques à délégation locale, ça doit être prioritaire. Pourquoi? Ces banques-là sont, je dirais pas moins structurées, c'est juste qu'elles ont un plus grand pouvoir de décision. Et donc, c'est d'humain à humain. Alors que les banques centralisées, c'est d'humain à presque robot, à presque logiciel. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Les banques à délégation, au contraire, tu parles à un humain et il est sensible à cela. Et donc, si tu as toute la méthodologie, ça fonctionne. Et ensuite, il y a les banques en ligne. Alors, les banques en ligne, là, évidemment, totalement, ça ne sert même à rien d'essayer. C'est des banques qui refusent les prêts immobiliers en général et encore plus quand c'est des expats. Étape 2, construire un dossier bancaire pro. Alors ça, c'est assez sous-estimé, mais il y a surtout une méconnaissance là-dessus, je dirais. Il y a plusieurs choses à maîtriser. D'une part, il faut faire une fiche récapitulative de ta situation personnelle, professionnelle, financière. Hyper important. Et ça tient sur 1-2 pages grand maximum. D'accord? Par la suite, l'autre point, je dirais, c'est une simulation chiffrée. Simulation chiffrée, je veux dire concrètement l'investissement immobilier. Donc c'est-à-dire quels sont les chiffres du projet, tout simplement. Le coût du bien immobilier, les frais d'agence, les frais notaires, le coût des travaux, rien que ça, c'est très important. Après, par la suite, tu arrives à un dossier complet et propre. Alors qu'est-ce que c'est un dossier complet et propre? Il faut rajouter d'autres choses. Tu dois décrire le bien immobilier, les intérêts, les avantages du bien immobilier, son emplacement potentiellement, son prix du mètre carré, son rendement locatif, il y a plusieurs choses. Et par la suite, tu déroules ça sur plusieurs slides à chaque fois en mettant en valeur les gros avantages. Et puis, ça fait qu'au final, tu auras un rendu visuel très soigné et donc, tu as beaucoup plus de crédibilité. Et c'est ça qui va notamment t'aider. Ensuite, il y a bien un point important à comprendre, c'est la règle. Quand on est investisseur, on veut toujours, en général, minimiser l'apport bancaire. C'est ce que je te disais au tout début. Et un exemple concret, moi, j'ai pu emprunter plus d'1 million d'euros en immobilier avec seulement 4,58% d'apport en moyenne sur le 1er million et 500 000 euros. Donc, c'est quand même assez conséquent. Après, au-delà, j'ai dû mettre un petit peu plus d'abord, mais en ce moment, je suis retourné à la baisse. Je t'en parlerai tout à la fin. Tu verras l'apport que je suis en train de mettre et surtout l'opération qui est juste génialissime. L'étape 3, il y a un discours à avoir. C'est pour ça que ce n'est pas juste le dossier. Il y a un script à respecter qui marche de manière excellente et que je mets tout le temps à disposition des membres. Donc ça, c'est génial. Et il y a un storytelling. Donc, tu dois présenter notamment dans le bon discours, évidemment, le projet en lui-même. Il faut qu'en fait, le projet devienne, au début non, mais je dirais par la suite, le centre de la discussion.
c'est primordial. Donc, tu le convaincs à travers les arguments de ton bien oui, l'emplacement, le prix du mètre carré, le rendement, c'est à voir. Par la suite, à un moment, évidemment, il faut évoquer ta situation perso et pro. Je dirais même que ça, tu peux l'évoquer plutôt au début. Moi, j'inverse plutôt généralement les choses. Stabilité, vision long terme, et ça, c'est important, et c'est comme ça que tu vas faire créer un partenariat. Alors après, il y a plein de détails, je suis incapable de te rentrer maintenant dans les détails parce que ce serait trop long. Et puis, évidemment, tes revenus. Il faut mettre en valeur ta solidité financière. Ça, c'est hyper, hyper important. Ça, c'est très important et comme je l'ai dit, il faut toujours avoir les réponses avant que le banquier ne les pose. Et je dirais même plus que ça, il faut imposer au banquier tes conditions plutôt que de lui demander. S'il te demande, vulgairement, je veux dire, tu es mort. Parce que le banquier, il va voir que tu n'as pas la compétence, il va voir que tu ne maîtrises pas le sujet et il va mettre ses conditions. Alors que moi, je les impose tout le temps d'une certaine manière. Étape 4, toujours négocier le différé de remboursement. Ça, c'est un impératif, je dirais, dans la plupart des cas, parce que c'est comme ça que moi, j'ai pu rembourser mon apport. Et dis-toi bien que 12 mois de différé, donc un an de différé, tu vas rembourser ton apport en grande partie, voire même la totalité. Moi, ce qui se passe sur la plupart de mes opérations, j'ai un différé d'1 an. En ce moment, je suis en train de négocier un différé de 24 mois. Et donc, je rembourse mon apport. Mais en plus de cela, je me constitue un nouvel apport. Et donc ça, c'est juste incroyable. Donc je me constitue grâce à une trésorerie et j'ai une sérénité financière. L'étape 5, il faut bien comprendre ça. Le taux d'intérêt n'est pas prioritaire. Donc ça, tout le monde se base sur ça. C'est un peu dommageable et même assez bête parce que le taux d'emprunt a peu d'impact réel sur ta rentabilité. Ce qui compte le plus, ça va être l'apport, la durée du prêt et le différé. Une fois que je t'ai dit ça, évidemment qu'il faut beaucoup plus de choses pour maîtriser la méthode. Et la méthode, elle est que partielle ici parce que c'est pas possible de tout te dévoiler pour plein de raisons. Et donc, si tu veux aller plus loin et obtenir un prêt immobilier, comme moi je suis en train de le faire, alors maintenant je te le dis concrètement, je suis en train de faire une opération de 650 000 euros. J'ai 250 000 euros de travaux. C'est conséquent, hein, c'est presque, je suis à plus de 35% du prêt immobilier qui constitue des travaux quand même, c'est très conséquent. Je ne vais mettre que 8% d'apport. Pourtant, je suis non-résident depuis plus de 14-15 ans maintenant et je vais mettre 8% d'apport. Donc, ça veut dire que je vais mettre 55 000 euros sur la table pour emprunter 595 ou un truc comme ça, 1000 euros. Donc ça, c'est le financement. Je suis en train d'avoir un taux d'intérêt à 3 points %, ce qui est excellent, vu la période actuelle où je filme ces vidéos. J'ai un différé de 24 mois. Donc ça, c'est aussi excellent parce que ça veut dire que je vais pouvoir prendre mon temps pour les travaux, je vais pouvoir bien faire les choses, je ne vais pas avoir de pression financière et grâce à cela, je vais bien pouvoir en plus récupérer mon apport parce que j'estime les travaux pour une durée de 8 mois, c'est beaucoup, beaucoup de travaux. Et donc la deuxième année, là, ça va être cash in, je vais mettre mon bien en location et je vais récolter beaucoup d'apports. Donc si tu veux appliquer cette méthode pour avoir les résultats concrets du financement que je suis en train d'avoir ou du financement que je t'ai décrit dans cette méthode, il suffit de réserver un rendez-vous avec moi. On abordera concrètement ta situation. Je t'expliquerai en quoi consiste la méthode, si je peux t'aider, si actuellement j'ai de la disponibilité pour t'aider, et on verra bien ce qu'il en est. Donc, réponds, tu peux prendre un appel si tu en as envie, évidemment. Le lien est en description de cette vidéo YouTube, et je te dis à la prochaine vidéo, tout simplement. Je t'attends de l'autre côté, au téléphone, j'espère. À très vite.